nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de girar como o meu coração. Il faut bien que j'écrive, même si ça ne sert certainement plus à rien. Et puis je ne suis pas écrivain. Je ne sais pas comment commencer. Quel a été le début? Comment décider du premier chapitre? Comment intéresser le lecteur? Le lecteur, mais quel lecteur? Si je m'intéresse au lecteur, alors je n'écrirai rien. Déjà, le simple mot lecteur me fait monter les larmes aux yeux. Assis dans une grande pièce presque vide, je regarde par la fenêtre, comme je le fais toujours quand j'ai besoin de réfléchir. J'essaye de m'abstraire du silence pesant qui règne ici. Pourtant, il fait doux. Les eaux du fleuve reflètent la lumière, et j'entends les oiseaux qui pépillent autour de moi. L'odeur presque écœurante du jasmin entre par l'ouverture de la vitre. Si un jour il y a un lecteur, qui qu'il soit, qu'il excuse ma langue. J'ai beau avoir appris à l'école qu'il ne faut pas répéter les mêmes mots, qu'il faut connaître la concordance des temps, qu'il faut écrire au passé simple, je me sens incapable de faire ça. Et de toute façon, qui me le reprocherait? Qui le lirait? Et qui l'éditerait? Il ne reste plus personne. J'ai probablement ce besoin d'écrire pour rester lucide, mais je suis bien incapable de décider si c'est bien ou mal écrit. J'ai fini par me lever et par coller mon visage sur la vitre. C'est une façon de faire qui m'aide à me concentrer. J'ai préparé la table, du papier que j'ai retrouvé en quantité, de quoi le remplir aussi, et j'ai trouvé une sorte de tisane dans une armoire qui fume dans un grand pot. Ensuite, je me suis gratté la barbe doucement, me souvenant que ce geste agaçait ma sœur. Elle levait la main et essayait d'attraper la mienne, mais j'étais beaucoup plus grand qu'elle, et je finissais toujours par la chatouiller et lui emprisonner les bras, ma sœur. Le silence est presque absolu, il en est palpable. Il est si imposant que j'arrive à entendre les oiseaux qui marchent sur le toit en tôle. Ça me semble toujours aussi étrange. J'attends encore, j'espère toujours qu'un bruit, quelque chose ou quelqu'un arrive. Il me faut pourtant commencer mon rapport. Ma mère est morte il y a aujourd'hui 350 millions d'années. À l'époque, mon père s'était senti si perdu qu'il est revenu vers nous et que ce sont mes sœurs et moi qui avons dû prendre toutes les décisions. Il fallait choisir entre crémation et enterrement, et après d'âpres discussions, il fut choisi que nous l'enterrerions. Au moins aurions-nous un endroit visualisé quand on penserait à elle. Cela avait rassuré mon père, et 3 mois plus tard, il dépensait une somme énorme dans une pierre tombale en granit. Le tailleur de pierre le lui avait dit, le granit est une pierre solide, éternelle, elle sera toujours là dans le cimetière de Jalalabad. Et il est possible que la pierre existe encore aujourd'hui quelque part, mais après tant de temps, rodée, effritée, polie par les changements et les craquements qui ont amené à la Pangée ultime, elle ne peut sûrement plus ressembler à ce que mon père avait imaginé. Il avait soigneusement fait graver son nom entremêlé du célèbre festin de l'aigle du poète Shamirkan Ulu Kilic qu'elle aimait tant. Il ne doit plus rien rester des efforts du graveur. Les lettres sont parties et le nom de ma mère est aujourd'hui uniquement dans ma tête. Il ne reste personne qui s'en souvient. Voilà, ça c'est un extrait. Alors, un tout petit peu plus loin. Donc il y a eu une catastrophe, une bombe nucléaire qui a explosé, mais vraiment une grosse bombe nucléaire, suivie de pas mal d'autres. Et alors il y réfléchit. Il dit, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer ce qui s'est vraiment passé, ce qu'ont pu ressentir les gens le jour où ils ont appris dans les médias que plusieurs pays du Proche-Orient avaient été littéralement enlevés de la carte du monde. Je ne sais pas si c'est la peur, le désespoir ou la haine qu'ils ont ressenti en premier, et je n'imagine vraiment pas non plus comment moi j'aurais réagi. J'imagine qu'au moment où ils ont entendu l'information, quelque chose s'est cassé en eux, que certains ont compris très vite ce qui allait suivre, que d'autres ont été paralysés de terreur ou d'incompréhension, que beaucoup ont pensé juste à eux, à leur famille et à leurs amis, qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout compris ce qui allait suivre, qu'il y a eu encore des gens qui ne savaient rien, que les rares Indiens qui vivaient dans les bords de l'Amazone ont continué à chasser parce que les tremblements du monde ne les concernaient pas, que les amis chez les autres groupes de ceux qui vivaient sans la modernité n'ont pas pu entendre l'information et ont continué à ensemencer leurs champs, que beaucoup, vraiment beaucoup de gens ont pensé juste à eux, à leur famille et à leurs amis, ce qui aurait agacé mon vieux professeur de littérature. Il a dû y avoir des gens que la situation excitait de façon presque malsaine, des gens qui ont eu l'impression que pour la première fois depuis longtemps, il se passait enfin quelque chose.
Des gens qui sont morts de terreur, d'autres qui se sont suicidés pour ne pas voir le futur, ou parce que leurs proches étaient justement là-bas. Il y a dû y avoir beaucoup de gens pour qui le mot là-bas est devenu synonyme de drame personnel et de tragédie. Voilà, et un dernier petit extrait. Donc, voilà, à un moment donné, à cause de tout ce qui s'est passé, le temps a passé, et ça a déclenché beaucoup de catastrophes et beaucoup de cancers, essentiellement, et de dépression, et tout ça. Et donc il y a des gens qui cherchent des solutions, et à un moment donné, on annonce que quelqu'un va trouver une solution. Une femme s'est approchée du devant de la scène et a raconté comment son équipe de chercheurs avait retrouvé dans de vieilles archives de la télévision d'avant les guerres de 2020 une petite séquence faite d'images de synthèse. Cette séquence de quelques minutes était basée sur une fiction. Qu'arriverait-il à la planète si par magie l'homme disparaissait d'un coup? Le film montrait les premières catastrophes nucléaires qui arriveraient forcément, mais montrait aussi comment siècle après siècle la Terre se remettait et surtout comment 350 millions d'années plus tard, la planète serait tout à fait neuve, aurait oublié toute trace de civilisation humaine et toute pollution. Et c'est ce qui fit tendre l'oreille à environ 120 millions de personnes devant leur écran. La femme a regardé la caméra bien en face et expliqué lentement que si nous fabriquions des vaisseaux capables de faire une promenade de quelques heures dans l'hyperespace, que nous dépassions la vitesse de la lumière, nous voyagerions dans le temps et que nous reviendrions 350 millions d'années plus tard dans un monde dépollué, propre et prêt à nous accueillir. On voit que dans les romans, tu aimes démolir pour reconstruire après. J'aime bien démolir. Oui. Tu enseignes quoi à l'université? J'enseigne l'histoire de l'architecture, donc plutôt la construction, même si la question d'examen la semaine dernière a porté sur Notre-Dame de Paris et les conséquences de l'incendie, mais voilà, en général j'enseigne plutôt la construction que la destruction. Voilà. Mais j'ai commencé à aimer lire quand j'avais... en fait, après avoir compris qu'on n'était pas obligé de lire seulement les livres imposés par l'école, et j'ai commencé à lire vraiment ce que moi j'avais envie. J'ai commencé avec la science-fiction. Ma mère avait une bibliothèque de science-fiction démente. Elle lisait un roman de science-fiction tous les jours. Et quand elle a appris l'anglais, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus assez en français. Elle a appris l'anglais pour pouvoir continuer à en lire. Donc moi j'ai écumé tout ce qu'il y avait en français, je ne dis pas très bien en anglais. Et en fait, un bon roman commence par tuer 95% de l'humanité. Après, on réfléchit avec ce qui reste. Et donc, j'ai fait comme ça aussi. Voilà. Je m'ouvre. Eu sei que o sol nunca vai